Mes chers auditeurs, permettez-moi de commencer par une question qui nous hante tous dans le silence de nos nuits solitaires. Que désirons-nous vraiment? Nous courons, n'est-ce pas? Nous courons sans cesse vers un horizon qui recule à chaque pas. Nous nous disons que demain sera différent, que l'année prochaine apportera enfin cette paix tant désirée, cette richesse qui nous manque, cette reconnaissance que nous méritons. Mais laissez-moi vous révéler quelque chose que j'ai découvert après des décennies passées à déchiffrer l'inconscient humain. Cette course n'est qu'une fuite déguisée. Nous fuyons non pas vers quelque chose, mais loin de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est l'ombre qui nous suit partout, l'ombre du temps qui dévore tout sur son passage. Chaque matin, quand vous vous regardez dans ce miroir, ce n'est pas vraiment vous que vous voyez. C'est l'autre qui vous regarde, cet autre qui juge, qui compare, qui mesure l'écart entre ce que vous étiez et ce que vous êtes devenu. Cette ride nouvelle qui apparaît comme une fissure dans un masque soigneusement entretenu, cette fatigue qui s'incruste dans votre chair malgré 8 heures de sommeil, ce genou qui craque et vous rappelle brutalement que vous n'êtes pas immortel. Tout cela constitue ce que j'appelle le réel, cette dimension impossible à symboliser, impossible à dire, mais terriblement présente. Et voici le paradoxe qui structure toute notre existence et écoutez-moi bien car c'est fondamental. Nous voulons tous vivre longtemps, infiniment même si nous le pouvions. Mais personne, absolument personne, ne désire devenir vieux. C'est là une contradiction magnifique qui révèle la structure même de notre désir. Le désir n'est jamais désir d'un objet, il est désir du désir de l'autre. Nous voulons la vie, mais nous refusons les marques de la vie. Aujourd'hui, je vais vous transmettre quelque chose qui pourrait transformer radicalement votre rapport à l'existence. Ce n'est pas une thérapie douce, ce n'est pas une consolation facile. C'est une traversée du fantasme qui nous maintient dans l'illusion. La peur de vieillir n'est pas une fatalité inscrite dans nos gènes. Non, c'est une construction imaginaire que nous pouvons déconstruire. La vieillesse n'est un naufrage que pour celui qui refuse d'abandonner le navire de sa jeunesse. Imaginez un instant que vous puissiez changer de navire, embarquer sur un autre vaisseau, différent certes, mais capable de naviguer dans des eaux que le premier navire ne pouvait même pas imaginer. Pour accéder à un bonheur authentique, et non pas à cette satisfaction superficielle que nous vend la société de consommation, il faut avoir le courage de regarder en face ce qui fait mal. Il faut traverser la vérité comme on traverse un désert, sachant que de l'autre côté se trouve une oasis. Ce que je m'apprête à partager avec vous n'est pas le fruit de spéculations philosophiques abstraites. C'est le résultat de milliers d'heures passées à écouter des êtres humains me raconter leurs angoisses, leurs souffrances, leurs espoirs déçus. J'ai entendu les confessions de ceux qui approchent de la fin, de ceux qui ont déjà franchi le cap que d'autres redoutent encore. Et laissez-moi vous dire ceci, le déni est l'ennemi mortel du bonheur. Vous pouvez construire des murs autour de vous, vous pouvez vous raconter des histoires rassurantes, vous pouvez acheter tous les produits anti-âge du monde, mais la réalité finira toujours par s'infiltrer par les fissures. Le déni est un château de sable face à la marée montante du temps. En revanche, la vérité, aussi dure soit-elle, est un roc sur lequel on peut bâtir une demeure qui résistera aux tempêtes les plus violentes. Commençons donc par la première de ces vérités qui structurent notre rapport au vieillissement. Le corps, ce corps que Freud appelait le moi corporel, devient progressivement une contrainte que nous ne pouvons plus ignorer. Et le nier, mes amis, est une source de souffrance totalement inutile, une dépense psychique énorme pour un résultat nul. Regardez autour de vous. Nous sommes immergés dans une culture de l'image, une dictature du visible où tout doit être lisse, ferme, jeune, performant. On nous bombarde de messages selon lesquels si nous faisons suffisamment d'exercice, si nous mangeons suffisamment de super-aliments, si nous appliquons suffisamment de crèmes miraculeuses, nous pourrons arrêter le temps. C'est une promesse séduisante, je vous l'accorde, mais c'est aussi un mensonge magnifiquement emballé. La biologie ne négocie pas. Nos cellules ont leur propre calendrier, nos muscles perdent inexorablement de leur tonus, notre capacité de récupération diminue année après année. C'est la loi de l'entropie appliquée au vivant. Mais pourquoi cette vérité nous affecte-t-elle si profondément? Parce que notre identité, ce que nous croyons être notre moi, s'est construite depuis l'adolescence sur nos capacités corporelles. Le narcissisme primaire se fixe d'abord sur l'image du corps. Je suis celui qui court plus vite que les autres. Je suis celle dont le regard fait se retourner les passants. Je suis celui qui peut travailler 20 heures d'affilée sans fléchir. Toute notre identité repose sur cette performance, sur cette maîtrise. Et puis, un jour, le corps dit non. Il impose ses limites.
Il refuse d'obéir. C'est une trahison insupportable pour l'ego. Écoutez-moi attentivement. La vraie souffrance de la vieillesse ne provient pas du corps qui change. Elle provient de l'esprit qui refuse obstinément d'accepter ce changement. C'est la distance, le gouffre béant entre ce que je peux encore faire et ce que je voudrais pouvoir faire qui génère le malheur. Vous comprenez? C'est une guerre civile intérieure, une bataille épuisante que vous menez contre vous-même chaque matin au réveil. Vous vous levez en colère contre ce genou récalcitrant, furieux contre ce dos qui se raidit, déçu par ce visage que vous ne reconnaissez plus. Vous traitez votre propre corps comme un ennemi, comme un traître qui vous abandonne au moment où vous avez le plus besoin de lui. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant, car c'est crucial. Imaginez, juste un instant, ce qui se passerait si vous décidiez de signer un armistice avec votre corps. Si vous acceptiez que ce compagnon fidèle qui vous a porté pendant toutes ces décennies a gagné le droit d'être fatigué. Pensez à tout ce qu'il a fait pour vous. Il a cicatrisé vos blessures sans que vous ayez à lui donner d'instructions. Il a digéré des milliers de repas, certains excellents, d'autres franchement doutés. Il a couru, il a dansé, il a fait l'amour, il a tremblé de peur et de joie. Il a été votre véhicule dans ce monde. Accepter que le corps devienne une contrainte ne signifie absolument pas se résigner à l'immobilité ou à la passivité. Non, c'est simplement changer de stratégie. C'est passer du mode performance au mode bienveillance. C'est arrêter de torturer la machine pour commencer enfin à l'écouter, à entendre ce qu'elle essaie de vous dire depuis si longtemps. Le bonheur, après un certain âge, ne réside plus dans l'exploit physique, dans le record battu, dans la prouesse qui impressionne. Il réside dans ce que j'appellerais l'harmonie sensorielle. Sentir la chaleur du soleil sur votre peau et vraiment la sentir, pas distraitement en pensant à autre chose, mais pleinement. Marcher à votre propre rythme, sans essayer de suivre quelqu'un de plus rapide, sans vous juger. Savourer un repas lentement, en goûtant chaque bouchée, chaque nuance de saveur. Quand vous cessez de lutter contre le vieillissement de votre corps, quand vous arrêtez de gaspiller votre énergie à essayer de paraître 20 ans de moins, quelque chose de miraculeux se produit. Vous récupérez une quantité phénoménale d'énergie psychique. Cette énergie qui était investie dans la négation, dans le combat perdu d'avance, devient soudainement disponible. Et vous pouvez la réinvestir ailleurs, dans des projets qui ont du sens, dans des relations authentiques, dans la contemplation de la beauté du monde. Accepter la contrainte du corps, c'est le premier pas vers la libération de l'esprit. Et croyez-moi, cette libération est la porte qui ouvre vers toutes les autres. Cela nous conduit naturellement vers la deuxième vérité, et celle-ci est peut-être encore plus dangereuse si on l'ignore, encore plus dévastatrice dans ses effets. Ce que je vais vous dire maintenant va peut-être vous choquer, mais c'est absolument essentiel. La mort sociale tue le cerveau bien avant que la mort biologique n'arrête le cœur. Comprenez-vous ce que cela signifie? Nous ne sommes pas des monades isolées, nous ne sommes pas des îles autosuffisantes. Nous sommes des êtres de langage, des êtres de lien, des êtres qui n'existent vraiment que dans le regard et la parole de l'autre. Notre psychisme se structure à travers nos interactions. L'inconscient lui-même, comme je l'ai toujours dit, est structuré comme un langage. Et le langage nécessite au minimum 2 personnes. Un être humain seul n'est pas un être humain complet. C'est une impossibilité ontologique. Quand nous sommes jeunes, le lien social nous est en quelque sorte imposé. L'école, avec ses camarades et ses professeurs, le travail avec ses collègues et ses hiérarchies, les enfants qu'il faut élever et qui demandent une attention constante. Le monde vient nous chercher, nous sollicite, parfois même trop. Nous rêvons alors de solitude, de silence, de temps pour nous-mêmes. Nous fantasmons sur ce moment béni où nous pourrons enfin être tranquilles. Mais faites attention, très attention à ce que vous souhaitez, car l'inconscient a cette fâcheuse tendance à réaliser nos désirs de manière perverse. La vieillesse apporte souvent cette solitude tant désirée, mais elle l'apporte sous une forme brutale, traumatique, sous la forme d'un silence pesant qui n'a rien à voir avec la paix intérieure. La retraite arrive comme un coup près. Du jour au lendemain, les collègues disparaissent. Les enfants, devenus adultes, construisent leur propre vie, comme ils le doivent. Le téléphone, qui sonnait plusieurs fois par jour, devient de plus en plus silencieux. Et c'est là, précisément là, que se joue le drame existentiel. Si vous ne faites pas attention, si vous ne prenez pas garde à ce processus insidieux, votre monde va rétrécir. D'abord imperceptiblement, puis de plus en plus vite. Vous commencez à penser que vous ne comprenez plus cette époque, que les jeunes parlent une langue étrangère, que la technologie est devenue trop compliquée pour vous.
C'est un discours séduisant parce qu'il vous permet de justifier votre retrait. Alors vous vous enfermez progressivement dans ce que j'appellerais votre citadelle narcissique. Vous pensez vous protéger du bruit du monde, de son chaos, de sa violence. Mais en réalité, et c'est là le piège mortel, vous vous coupez de la source même de la vie psychique. Le désir, voyez-vous, a besoin de l'autre pour exister. Sans autre, il n'y a pas de désir, il n'y a que le besoin. Et le besoin seul ne fait pas une vie humaine. La vérité dure, implacable, c'est celle-ci. Si vous ne faites pas l'effort constant, quotidien, parfois épuisant, d'aller vers les autres, vous allez mourir intérieurement bien avant que votre cœur ne cesse de battre. Vous deviendrez ce que j'appelle un mort-vivant, quelqu'un qui respire encore mais qui n'habite plus vraiment le monde. Le cerveau, cet organe extraordinaire, fonctionne exactement comme un muscle. S'il n'est pas stimulé par l'interaction, par la surprise d'une conversation imprévisible, par la nécessité de décoder le visage de l'autre, de comprendre ses intentions, ses émotions, alors il s'atrophie. C'est neurologique, c'est mesurable. La mélancolie s'installe alors, cette tristesse sourde qui n'a pas d'objet précis. On se met à ressasser, à tourner en rond dans le labyrinthe de ses propres souvenirs, à rejouer indéfiniment les mêmes scènes du passé. C'est une forme de compulsion de répétition, un enfermement dans le narcissisme primaire. Pour vivre heureux en vieillissant, il faut lutter activement, consciemment contre cette force centrifuge qui nous tire vers l'isolement. Il faut provoquer la rencontre. Ce n'est pas facile, je ne vais pas vous mentir. Cela demande de l'humilité, et l'humilité n'est jamais facile pour l'ego. Il faut accepter de ne plus être le centre de l'attention, de ne plus être celui ou celle autour de qui tout s'organise. Il faut accepter d'aller vers des gens qui ne nous ressemblent pas forcément, qui ont 20, 30, 40 ans de moins que nous. Il faut oser dire ces mots qui sont si difficiles à prononcer pour qui a été autonome toute sa vie. J'ai besoin de vous. Le bonheur dans la vieillesse est absolument indissociable de la qualité de nos attachements. Ce n'est pas une question de quantité. Je ne parle pas d'avoir des centaines d'amis sur les réseaux sociaux. Je parle de profondeur, d'authenticité. Avoir quelqu'un à qui raconter sa journée, même si cette journée n'a rien eu d'extraordinaire. Avoir quelqu'un qui se soucie de savoir si vous avez bien dormi, si ce mal de dos s'est amélioré. C'est cela qui maintient le cerveau en éveil, en vie. C'est ce que j'ai appelé dans mes travaux le tuteur de résilience. Nous avons tous besoin d'un tuteur pour grandir quand nous sommes enfants, une figure d'attachement qui nous sécurise et nous permet d'explorer le monde. Mais nous avons tout autant besoin d'un tuteur pour rester debout quand nous vieillissons. Accepter cette dépendance. Je sais que c'est difficile dans une société qui glorifie l'autonomie absolue, l'indépendance totale. Mais cette autonomie absolue est un mythe, un fantasme. Nous sommes toujours déjà dépendants du langage de l'autre, de son regard, de sa reconnaissance. La solitude choisie, pour des moments de contemplation ou de création, c'est un luxe magnifique. Mais la solitude subie, imposée par les circonstances, c'est un poison lent qui détruit l'âme. Alors brisez la glace. Osez parler à vos voisins, même si cela vous semble artificiel au début. Inscrivez-vous dans des associations, peu importe le thème. Allez voir le monde, ne restez pas enfermé chez vous à attendre que quelqu'un vienne frapper à votre porte. Car je vous le dis, le monde ne viendra plus vous chercher. Cette époque est révolue. C'est à vous maintenant d'aller frapper à la porte du monde. Je sais que cette vérité est exigeante, qu'elle demande du courage à un moment de la vie où l'on se sent plus fragile, plus vulnérable, peut-être même invisible. Mais c'est précisément le prix à payer pour garder la lumière allumée à l'intérieur de vous. Et tant que cette lumière brille, vous pouvez éclairer votre propre histoire, ce qui nous amène naturellement à la troisième vérité fondamentale. Le passé n'est pas un refuge figé, un musée où l'on va se recueillir devant des reliques. Le passé est une histoire vivante que nous devons sans cesse recomposer, réécrire, retravailler pour pouvoir l'accepter et vivre en paix avec lui. Combien de fois ai-je entendu des personnes âgées dire avec nostalgie « c'était mieux avant ». Ils se réfugient dans une idéalisation du passé, comme si leur jeunesse avait été un âge d'or perdu. Ils polissent leurs souvenirs comme des trophées sur une cheminée, les sortent régulièrement pour les contempler. Ou alors, à l'inverse, ils sont hantés par des regrets, rongés par des remords, prisonniers de ce qu'ils appellent les « si seulement ». Si seulement j'avais fait ceci, si seulement je n'avais pas dit cela. Le passé devient alors un poids écrasant, un sac rempli de pierres qu'ils traînent péniblement jusqu'à la fin. Mais voici la vérité brutale que je dois vous révéler. Le passé tel que vous croyez vous en souvenir n'existe pas réellement.
La mémoire n'est pas un enregistrement fidèle comme le serait un film ou une photographie. La mémoire est une reconstruction permanente, un processus actif de réécriture. Chaque fois que vous évoquez un souvenir, vous le modifiez légèrement. Vous le teintez de l'émotion que vous ressentez au moment présent. Si vous êtes triste aujourd'hui, vos souvenirs vous sembleront mélancoliques, teintés de tragédie. Si vous êtes apaisé, ces mêmes souvenirs vous apparaîtront comme une belle leçon de vie, riche d'enseignements. C'est fascinant quand on y pense. Le passé n'existe que dans le présent de son évocation. Il n'a pas d'existence objective indépendante de celui qui se souvient. Pour vivre heureux, il est donc impératif d'accepter de retravailler activement son histoire personnelle. Je ne parle pas de se mentir, de falsifier les faits. Je parle de donner du sens, de construire une narrativité cohérente qui permette d'intégrer même les événements les plus douloureux dans un récit qui a une direction, une signification. Trop de gens vieillissent dans l'amertume parce qu'ils restent fixés sur des chapitres douloureux de leur histoire. Ils se définissent encore, à 70 ou 80 ans, par un échec professionnel qu'ils ont vécu à 40 ans, par une trahison amoureuse qui remonte à 30 ans, par une humiliation subie dans l'enfance. Ils sont prisonniers d'un récit de victime, d'un scénario qu'ils répètent indéfiniment. C'est ce que j'appelle la compulsion de répétition. On rejoue sans cesse la même scène traumatique en espérant inconsciemment qu'elle se termine différemment. Mais vous avez le pouvoir de changer de scénario. Vous êtes l'auteur de votre propre vie, le scénariste et le réalisateur de votre propre film, et ce jusqu'à la dernière minute. Regardez son passé avec bienveillance, avec ce que les bouddhistes appellent la compassion. C'est se dire, oui, j'ai souffert, parfois terriblement. Oui, j'ai commis des erreurs, parfois graves. Oui, j'ai été blessé et j'ai blessé. Mais tout cela, absolument tout, m'a conduit jusqu'ici, m'a forgé, m'a construit. Je suis le produit de cette histoire avec ses beautés et ses horreurs. C'est ce que j'appelle, dans une formule paradoxale, le merveilleux malheur. C'est la capacité alchimique de transformer la boue en or, de faire de nos blessures nos plus grandes forces. Accepter que l'on ne peut pas changer les faits bruts de notre histoire, mais que l'on peut changer la couleur, la tonalité, la signification qu'on leur donne. Ce travail de réappropriation narrative est un travail actif qui demande du temps et de l'effort. Il faut trier dans ses souvenirs, séparer l'essentiel de l'accessoire. Il faut pardonner, et ceci est crucial, non pas pour faire plaisir à ceux qui nous ont blessés, mais pour se libérer soi-même du poids de la rancœur. La rancœur est un poison que l'on boit en espérant que c'est l'autre qui va mourir. C'est absurde. Il faut pardonner à la vie de ne pas avoir été le conte de fées que nous imaginions enfants. Il faut se pardonner à soi-même de n'avoir pas été le héros parfait de notre propre histoire, d'avoir été faible parfois, lâche parfois, médiocre parfois. C'est cela recomposer son histoire, faire la paix avec l'enfant que vous étiez, avec l'adolescent troublé que vous avez été, avec le jeune adulte plein de certitudes et d'erreurs, avec l'adulte qui a fait de son mieux avec les ressources qu'il avait. Faire la paix avec toutes ces versions de vous-même pour que le vieillard ou la vieille femme que vous devenez puisse enfin respirer tranquillement. Libéré du poids du jugement et de la culpabilité. Ne laissez pas votre passé devenir une prison aux murs épais. Faites-en plutôt une vaste bibliothèque où vous aimez vous promener de temps en temps, où vous pouvez consulter tel ou tel volume quand vous en avez envie, mais dont vous gardez toujours la clé pour pouvoir en sortir et revenir habiter pleinement le présent. Car c'est le présent, et seulement le présent, qui est vivant. Le passé est mort et le futur n'existe pas encore. Seul l'instant présent existe véritablement. Maintenant que nous avons parlé du corps, du lien social et de la mémoire, il y a un danger encore plus insidieux qui guette au tournant de l'âge. C'est un piège subtil, presque invisible, enrobé dans un discours social apparemment bienveillant. C'est l'idée du repos bien mérité, de la retraite comme grande vacances éternelle. Cela nous conduit à la quatrième vérité brutale. L'arrêt de l'activité et des projets constitue une agression directe contre votre neuroplasticité, contre votre capacité même à rester vivant psychiquement. On nous a vendu pendant toute notre vie active cette image séduisante de la retraite. On travaille dur pendant 40 ans, parfois dans des conditions difficiles, en se disant « Bientôt je n'aurai plus à me lever tôt, bientôt je pourrai faire ce que je veux, bientôt je pourrai enfin me reposer. » Et quand ce moment tant attendu arrive finalement, pour beaucoup c'est le choc, le vide vertigineux, l'angoisse sourde qui s'installe. Pourquoi? Parce que le cerveau humain, cet organe extraordinairement complexe, n'est absolument pas programmé pour l'inactivité, pour le rien. Le cerveau est un organe de résolution de problèmes,
Un organe fait pour anticiper, pour planifier, pour apprendre constamment. Dès l'instant où vous cessez d'apprendre quelque chose de nouveau, où vous cessez de vous confronter à des difficultés, vous commencez à mourir psychiquement. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité biologique mesurable. La neuroplasticité, cette capacité miraculeuse que nos neurones ont de créer de nouvelles connexions, de former de nouveaux circuits, ne s'arrête pas magiquement à 60 ans ni même à 80 ans. Les recherches récentes en neurosciences l'ont démontré de manière indiscutable. La neuroplasticité ne s'arrête que si nous arrêtons de l'utiliser, si nous arrêtons de stimuler notre cerveau avec de nouveaux défis. Cette vérité va à l'encontre de notre désir naturel de confort. Il est tellement confortable de s'installer dans son fauteuil préféré et de laisser la télévision nous bercer pendant des heures. Il est confortable de rester dans nos routines établies, de faire chaque jour les mêmes mots croisés, de voir toujours les mêmes personnes avec qui nous avons les mêmes conversations, de manger les mêmes plats préparés de la même manière. C'est rassurant, prévisible, confortable. Mais c'est aussi mortel pour l'esprit. C'est un suicide à petit feu de l'intelligence et de la vitalité. L'ennui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas neutre. L'ennui est un stress toxique pour le cerveau vieillissant. Quand il n'y a plus de défis à relever, plus de projets qui donnent une direction à nos journées, les fonctions cognitives déclinent à une vitesse qui devrait nous terrifier. Vous pensez vous reposer, vous détendre enfin, mais en réalité vous êtes en train de rouiller comme une machine qu'on n'utilise plus. Pour vivre heureux, vraiment heureux, il faut absolument accepter cette vérité exigeante. La retraite ne doit jamais être un retrait de la vie, un repli sur soi. Elle doit être une réinvention de l'activité, une transformation de l'énergie. Il faut remplacer la contrainte professionnelle qui vous était imposée de l'extérieur par une contrainte que vous choisissez, une contrainte passionnelle, quelque chose qui vient de votre désir profond. Vous devez avoir un projet, peu importe sa nature ou son ampleur. Apprendre l'italien ou le japonais à 70 ans, pourquoi pas? Créer un jardin potager et comprendre les mystères du vivant. Écrire vos mémoires, non pas pour les publier nécessairement, mais pour donner une forme narrative à votre expérience. Vous engager dans une association qui vous tient à cœur et y apporter votre expertise. Construire une maquette complexe qui demande patience et précision. Apprendre à jouer d'un instrument de musique. Peu importe vraiment. Ce qui compte fondamentalement, c'est le mouvement, l'attention tendue vers un but, un horizon qui donne une direction. Ce qui importe, c'est de se lever chaque matin en ayant quelque chose à faire, quelque chose qui vous demande un effort, qui vous sort de votre zone de confort. Car l'effort, voyez-vous, est la véritable vitamine du cerveau. C'est dans la confrontation avec la difficulté, dans le moment où l'on doit mobiliser toutes nos ressources pour apprendre quelque chose de nouveau, que nous nous sentons intensément vivants. C'est là que le désir circule, que l'énergie vitale se manifeste. Observez les artistes, les musiciens, les écrivains, les scientifiques passionnés. Ils ne prennent jamais vraiment leur retraite. Ils continuent de créer, de chercher, d'expérimenter jusqu'à leur dernier souffle. Pourquoi? Parce que c'est la création elle-même qui les maintient en vie, qui donne du sens à leur existence. Et vous n'avez pas besoin d'être Picasso ou Mozart ou Einstein pour être un créateur. Créer, dans son sens le plus simple et le plus profond, c'est faire exister quelque chose qui n'était pas là avant. Un gâteau fait avec amour, un tricot aux couleurs harmonieuses, une lettre écrite à la main à quelqu'un qu'on aime, un sourire offert à un inconnu qui en avait besoin. Tout cela, c'est de la création, c'est de la vie qui circule. Ne tombez surtout pas dans le piège du « à quoi bon ?» cette phrase terrible qui signe l'arrêt de mort du désir. À quoi bon commencer le piano à 75 ans? Je n'aurai jamais le temps de devenir bon. Mais qui a dit qu'il fallait devenir bon? Qu'il fallait performer? Impressionner? Faites-le pour le pur plaisir de sentir vos doigts devenir progressivement plus agiles sur les touches, pour la joie profonde de réussir à jouer enfin ce morceau qui vous semblait impossible la semaine dernière, pour la fierté légitime de vous être confronté à une difficulté et de l'avoir surmontée. L'absence de projet, le vide existentiel, c'est la porte grande ouverte à la dépression. Gardez toujours un horizon devant vous, même modeste. Tant qu'il y a un projet, il y a du futur. Et tant qu'il y a du futur, la vieillesse n'est pas une fin qui approche inexorablement. C'est une continuation, un nouveau chapitre dans le roman de votre vie. Mais attention, et c'est là que nous touchons quelque chose d'absolument essentiel. Avoir des projets ne signifie surtout pas essayer de redevenir celui ou celle que vous étiez à 30 ans. Ce serait tomber dans un autre piège, tout aussi destructeur.
C'est ici qu'intervient la cinquième vérité, celle qui touche peut-être au cœur même de toute ma pensée sur le vieillissement. La résilience ne signifie jamais redevenir jeune, retrouver ce qui a été perdu. Elle signifie apprendre à vivre différemment, créativement, avec la déchirure que le temps a inscrite dans votre chair et dans votre psyché. Le mot résilience est aujourd'hui galvaudé, utilisé à toutes les sauces. Les gens imaginent que c'est rebondir, revenir à l'état initial comme un élastique qui reprend sa forme après avoir été étiré. Mais c'est une profonde incompréhension de ce qu'est vraiment la résilience. Quand on subit un traumatisme, qu'il soit violent et soudain ou progressif et insidieux comme l'usure du temps, on ne revient jamais à l'état initial. On ne redevient jamais exactement comme avant. Cette idée est un fantasme, une illusion consolante peut-être, mais une illusion quand même. Celui qui cherche à retrouver sa jeunesse perdue est condamné à courir après un fantôme qui recule indéfiniment. Il s'épuise dans une quête impossible, vouée à l'échec dès le départ. C'est le syndrome du jeunisme que nous voyons partout dans notre société. Cette volonté pathétique, presque obscène parfois, de s'habiller comme un adolescent quand on a 70 ans, de singer le langage des jeunes, de nier complètement l'expérience accumulée pour essayer de retrouver une innocence à jamais perdue. C'est triste à voir parce que c'est un déni de soi-même, un refus de sa propre histoire. La vraie résilience, c'est quelque chose de complètement différent. C'est ce que j'ai appelé tricoter, reprendre les fils. C'est prendre ces fils rompus de notre vie, ces fils usés par l'usage, ces fils de différentes couleurs qui représentent nos joies et nos souffrances, et en faire consciemment un nouveau vêtement, une nouvelle texture. Peut-être que ce nouveau vêtement ne sera pas aussi lisse que celui de notre jeunesse insouciante. Il ne sera pas sans défaut. Il aura des nœuds, des petits accrocs, des cicatrices visibles qui témoignent des réparations effectuées. Mais il sera unique, profondément unique. Il aura une épaisseur, une richesse de texture que la jeunesse, avec sa minceur et sa fragilité, ne peut pas posséder. Accepter la déchirure du temps, c'est accepter que nous sommes des êtres en métamorphose constante. Nous avons perdu certaines choses, c'est indéniable et il est important de le reconnaître honnêtement. Nous avons perdu la rapidité des réflexes, l'insouciance de celui qui croit avoir l'éternité devant lui, peut-être cette beauté physique conventionnelle que célèbrent les magazines et les publicités. C'est un deuil réel qu'il faut faire, et faire un deuil demande du temps et du travail psychique. Il faut pleurer ce qui est perdu, honorer ce qui ne reviendra pas, avant de pouvoir véritablement accueillir ce que l'on a gagné. Et qu'avons-nous gagné? Une vision, une profondeur de champ extraordinaire. La capacité de relativiser qui vient de l'expérience accumulée. Quand on est jeune, chaque problème ressemble à une montagne insurmontable. Une rupture amoureuse semble être la fin du monde. Un échec professionnel paraît définitif. Mais quand on a vécu plusieurs décennies, traversé plusieurs tempêtes, on sait dans sa chair que les montagnes ne sont souvent que des collines. On sait que les chagrins les plus terribles finissent par passer. Que les joies reviennent toujours si on reste ouvert. Cette sagesse-là, cette capacité à encaisser les chocs de l'existence sans s'effondrer complètement, c'est cela la véritable résilience de l'âge mûr. C'est apprendre à naviguer avec un bateau qui est certes un peu moins rapide, un peu moins rutilant que dans sa jeunesse, mais qui tient infiniment mieux la mer quand viennent les tempêtes. Un bateau alourdi par le lest de l'expérience, mais précisément grâce à ce lest, plus stable, plus sûr. Ne cherchez pas à effacer vos rides avec de la chirurgie ou des crèmes miraculeuses. Ces rides sont la carte géographique de vos émotions, le témoignage visible de vos rires et de vos larmes. Elles disent au monde que vous avez vécu, vraiment vécu, pas simplement existé. Chaque ride raconte une histoire. Vivre heureux dans son âge, c'est porter ces années non pas comme un fardeau dont on a honte, mais comme une armure patinée par les batailles de la vie, une armure noble qui inspire le respect. C'est dire au monde avec fierté: je ne suis plus neuf, je suis usé peut-être, mais je suis réel, authentique, je suis quelqu'un qui a traversé l'existence et qui est encore debout. Et cela nous amène enfin à la sixième et dernière vérité, celle qui donne rétroactivement tout son sens aux 5 autres, celle qui répond à cette question existentielle qui hante tant de personnes âgées. À quoi est-ce que je sers maintenant? Qu'est-ce que je peux encore apporter? Écoutez bien, votre valeur ne réside plus dans la performance ou dans l'action efficace. Elle réside désormais dans la transmission et dans la qualité du lien que vous tissez. Dans la première partie de notre vie, nous sommes essentiellement définis par le faire. Je fais des études brillantes. Je fais carrière. Je fais de l'argent. Je fais des enfants. Nous sommes dans une logique de conquête permanente. Nous voulons prouver notre valeur au monde,
montrer ce dont nous sommes capables, accumuler des réussites. Et c'est normal, c'est même nécessaire, c'est l'énergie vitale de la construction identitaire. Mais arrive inévitablement un moment où cette logique de performance s'épuise naturellement. On ne monte plus les échelons de la hiérarchie. On ne court plus aussi vite que les gènes. On ne produit plus au même rythme. Si vous continuez à mesurer votre valeur selon les mêmes critères de performance et d'efficacité, vous allez inévitablement vous sentir inutile, dévalué, jeté au rebut. Vous allez vous sentir comme un outil obsolète qu'on range au fond du garage en attendant de le jeter définitivement. C'est là, précisément à ce moment crucial, qu'il faut opérer le basculement le plus fondamental de toute votre existence. Il faut passer de la logique de la conquête et de l'accumulation à la logique du don et de la transmission. Votre rôle dans le monde change radicalement. Vous n'êtes plus l'acteur principal qui occupe le devant de la scène et brandit l'épée du héros. Vous devenez autre chose, quelque chose de tout aussi important mais de différent. Vous devenez le sage, le guide, le passeur, celui qui aide les autres à traverser. Votre valeur réside maintenant dans ce que vous pouvez transmettre aux générations qui vous suivent. Et je ne parle pas seulement de transmettre un patrimoine financier ou immobilier, même si cela peut avoir son importance. Je parle de transmettre quelque chose de bien plus précieux. Une histoire, des valeurs incarnées, une écoute patiente et bienveillante. Les jeunes générations d'aujourd'hui sont profondément perdues dans un monde complexe, fragmenté, anxiogène, dominé par l'immédiateté et la superficialité. Elles ont désespérément besoin de repères stables, de figures qui les rassurent. Elles ont besoin de voir qu'il est possible de traverser les épreuves de la vie et de rester debout, de garder son intégrité. Vous êtes la preuve vivante que la survie est possible, que malgré tous les coups reçus, on peut encore être là, encore capable d'aimer et d'être aimé. Votre utilité sociale, votre contribution à la communauté, c'est d'être le gardien du temps long dans une société obsédée par l'instant. C'est de raconter comment c'était avant, non pas pour dire que c'était nécessairement mieux, mais pour donner des racines profondes à ceux qui n'ont que des ailes et qui ne savent pas toujours où voler. C'est d'offrir une oreille vraiment patiente, cette patience que les jeunes, pris dans le tourbillon de leurs ambitions et de leurs angoisses, n'ont pas encore acquise. Être grand-parent, par exemple, ou être un aîné bienveillant dans son quartier, dans son immeuble, c'est remplir une fonction sociale capitale, absolument essentielle. C'est être le ciment qui tient ensemble les générations, qui empêche la société de se fragmenter complètement. Ne sous-estimez jamais, jamais le pouvoir immense d'une histoire racontée avec authenticité, d'un conseil donné avec douceur et sans jugement, d'une présence rassurante quand tout semble s'écrouler. C'est là que réside votre nouvelle puissance, une puissance peut-être moins visible que celle de votre jeunesse, mais tout aussi réelle. Elle ne réside plus dans la force de vos bras ou dans votre capacité à produire, mais dans la force de votre âme, dans la profondeur de votre regard sur le monde. Accepter qu'on n'est plus dans la compétition, dans la performance mesurable, c'est se libérer d'une pression épuisante. Vous n'avez plus rien à prouver à personne, absolument rien. Vous avez tout à partager, tout à donner. C'est une liberté extraordinaire, presque grisante quand on la comprend vraiment. Vous pouvez enfin être complètement vous-même, sans masque social, sans artifice, sans jouer un rôle pour correspondre aux attentes d'autrui. Vous pouvez aimer gratuitement, donner sans calculer un retour sur investissement, sans attendre une réciprocité immédiate. C'est cela la beauté crépusculaire de la vie, cette lumière du soir qui n'a plus l'éclat aveuglant de midi mais qui possède une chaleur dorée, une douceur enveloppante qui réconforte et apaise. Voilà, nous avons parcouru ensemble ces 6 vérités qui structurent le rapport au vieillissement. Le corps qui devient une contrainte qu'il faut accepter avec bienveillance. Le risque mortel de l'isolement social. Le passé comme récit à recomposer constamment. La nécessité absolue de maintenir une activité et des projets. Le deuil de la jeunesse et la construction d'une nouvelle identité. Et enfin le changement de rôle, du faire au transmettre. Je sais que ce chemin peut sembler escarpé, difficile, parfois même douloureux. Mais c'est le seul chemin authentique qui mène au sommet de la montagne, là où la vue est dégagée et où l'on peut enfin voir clairement le paysage de toute une vie. Si vous refusez obstinément ces vérités, si vous les niez, vous resterez coincé dans la vallée du déni, perdu dans le brouillard épais de l'amertume et du ressentiment. Mais si vous les acceptez courageusement, si vous les embrassez malgré leur dureté, vous découvrirez quelque chose de miraculeux. Il est non seulement possible mais réellement accessible de vivre heureux, intensément et authentiquement heureux, jusqu'au dernier souffle de votre existence.
La vieillesse n'est pas une punition divine, ce n'est pas une malédiction. C'est l'étape ultime, l'aboutissement de notre développement en tant qu'être humain. C'est le moment privilégié où nous pouvons devenir pleinement humains, enfin débarrassés des illusions de toute puissance de la jeunesse, enfin capables d'aller à l'essentiel sans nous perdre dans l'accessoire. Et quel est cet essentiel? C'est l'amour sous toutes ses formes. C'est le lien authentique avec les autres êtres humains. C'est la vie qui circule, qui pulse, qui continue malgré tout, grâce à tout. Alors je vous le dis avec toute la conviction que me donnent mes années de pratique et de réflexion. N'ayez pas peur de votre âge. Ne fuyez pas devant le miroir. Regardez votre visage vieillissant en face, souriez-lui avec tendresse et dites-lui ces mots libérateurs. Je t'accepte tel que tu es, et je vais faire de toi, de nous, une œuvre d'art unique et précieuse.